cette guerre des droits de douane qui s'est lancée entre les États-Unis et la Chine. Elle a franchi un nouveau palier ce week-end. Le samedi 12 avril, la Chine a porté ses droits de douane sur les produits américains de 84% à 125% en réponse à une précédente augmentation des tarifs américains à 145% sur les importations chinoises. Avant de perdre du monde, on va expliquer tout simplement c'est quoi les droits de douane. Et je parle sous ton expertise, Christophe, qui est expert pour ceux qui viennent d'arriver. Donc journaliste, grand reporter à l'Humanité et expert sur les questions américaines. Les droits de douane, c'est un petit peu cette taxe qu'on peut imposer sur des marchandises lorsqu'elles franchissent la frontière d'un pays. Moi, j'ai envie de poser une question. D'abord, quand on voit des 125% en plus, des 145% en plus, on les pose arbitrairement, ces droits de douane. Comment ça se passe ? Non, là, on est parti sur quelque chose qui n'est absolument plus rationnel, dans une escalade entre les États-Unis et la Chine, mais sur le fond de quelque chose de plus constant et de plus important. C'est-à-dire que si on prend les États-Unis, depuis le mandat de Barack Obama, les élites américaines, états-uniennes, ont décidé de ce qu'on appelle un pivot asiatique. C'est-à-dire qu'après les guerres de Bush au Moyen-Orient, dont on connaît les effets, ils ont formulé l'analyse que le défi stratégique du XXIe siècle est posé par la Chine et donc que ça se passe en mer de Chine, que l'épicentre de leur présence doit se trouver en mer de Chine. Ça, c'est le paysage général de fond. Donc Donald Trump, dans son premier mandat, s'est inscrit dans les pas de Barack Obama, puis Joe Biden aussi. Ça, c'est la première chose. Vient se greffer là-dessus quelque chose de plus particulier à Donald Trump. Le pire, quand on parle des États-Unis, on se le disait tout à l'heure un peu avant, mais donc je le répète maintenant pour tout le monde, le pire, c'est qu'à chaque fois que Donald Trump prend une décision ou dit quelque chose, on maboulise, en gros, dans le débat public. On le présente comme un fou. Oui, il est fou. Non, il faut toujours chercher ce qui est le plus analytique et le plus stratégique. Et donc, depuis, Donald Trump est obsédé, mais pas seulement Donald Trump, il y a une partie des élites états-uniennes qui sont obsédées par cette idée que lui porte, qu'en gros, les États-Unis sont victimes de la mondialisation et donc du libre-échange depuis 30-35 ans. Et donc, il veut que des pays, dont notamment la Chine, qui est la grande puissance économique émergente depuis 20 à 30 ans, ont volé des richesses aux États-Unis. Et donc, pour récupérer ces richesses, on va instituer des droits de douane qui vont augmenter mécaniquement le prix des marchandises importées, donc les rendre moins compétitives, ce qui va pousser les entreprises à relocaliser aux États-Unis un certain nombre d'entreprises, ce qui ne fonctionnera pas. Mais bon, ça, c'est peut-être c'est le deuxième discours, mais est-ce que ça fonctionne d'imposer comme ça des tarifs douaniers pour relocaliser la consommation ? Ça peut fonctionner si c'est de manière ciblée. Joe Biden a mobilisé des droits de douane contre la Chine pendant son mandat. C'est un peu passé sous les radars parce que ce n'était pas aussi évidemment spectaculaire que ceux de Donald Trump. Mais donc, si on veut, par exemple, sur les microprocesseurs, convaincre des entreprises de relocaliser, on peut mobiliser on peut dire, tiens, on va faire sur tel microprocesseur, on va faire un droit de douane de 20, 30, 40%. Très précis. Voilà, très précis. Là, c'est absolument pas précis. Là, c'est absolument n'importe quoi. Donc, ça n'aura pas d'effet. Et puis, rapatrier aux États-Unis les droits de douane, on n'est pas seulement sur des questions de salaire, on est sur des questions de chaîne logistique. Et puis ça prend des années et des années pour construire une usine, même une usine automobile. Bon, ça, c'est un autre débat. C'est un débat plus d'économiste de savoir si ça peut avoir un impact ou pas sur les emplois américains. J'ai aussi envie de dire que sur un objet a traversé beaucoup de continents avant d'arriver jusqu'à nos mains. Je pense à un produit qui peut être d'une entreprise américaine, un portable. Les matières premières peuvent venir, certaines matières premières peuvent venir d'Afrique, l'assemblage peut être en Asie, avant d'intégrer le territoire américain. Ça aussi, est-ce que c'est pris en compte dans ces droits de douane ou pas ? Moi, j'ai l'impression que Donald Trump, alors sur ce fond stratégique, cette option stratégique, j'ai l'impression qu'il s'est un peu pris les pieds dans le tapis. C'est-à-dire qu'avant d'arriver à la surenchère avec la Chine, le premier développement des droits de douane, c'est l'imposition générale de droits de douane dits réciproques à l'ensemble des pays
du monde. C'est-à-dire que toujours dans cette option que les pays, que ce soit la Chine ou que ce soit d'autres pays asiatiques ou même l'Allemagne, quand ce qui concerne l'automobile, a volé des richesses aux États-Unis. Alors juste un petit point là-dessus, parce que je sais que c'est une thématique à la mode, le déclin des États-Unis. Les États-Unis, c'est 15% du PIB du monde. C'est la même chose qu'en 1980. Voilà. Alors, je fais une petite incise à ce moment-là, parce qu'elle me paraît importante. Ce qui mobilise une partie de l'opinion publique et qui anime ce sentiment de déclin et de déclassement, ce n'est pas que la richesse ait été volée ou même soit partie du pays, c'est que cette richesse est de plus en plus inégalement répartie aux États-Unis, qui a retrouvé son niveau d'inégalité sociale les années 1920, donc un siècle avant la politique du New Deal. Donc ta question, c'était... Ma question, c'était, maintenant que tout produit est plus ou moins mondialisé, est-ce que c'est pas un petit peu utopique de faire du Made in USA seulement? Et en tout cas, c'est comme ça qu'on le présente, qu'on présente cette guerre douanière chez les amis de Trump. Oui, je pense que les iPhones ne seront pas produits demain aux États-Unis. D'ailleurs, il l'a compris, puisque sous la pression de la tech, qui est la nouvelle grande alliée de Donald Trump, maintenant c'est la tech, la Silicon Valley. Donc sur les produits électroniques, ordinateurs, téléphones, microprocesseurs, ont été exclus des droits de douane avec la Chine. Voilà. Au bout d'un moment, il y a le réel. Ça peut fonctionner, encore une fois, les droits de douane. Biden les a mobilisés, mais si on les mobilise sur des marchés qui sont émergents, par exemple sur les panneaux solaires ou sur les véhicules électriques ou les batteries électriques, ça peut fonctionner dans termes de stimulation pour les investisseurs, de créer des emplois sur le sol américain. Mais jamais les États-Unis ne vont relocaliser ni les iPhones ni les Nike. Ça n'existe pas, ça. Alors, on va prendre quelques questions du chat. Il y en a eu pas mal. On va vous rattraper, vous inquiétez pas. Une augmentation pour Pierre. Je suis remontée trop haut. On le répète. Alors, on nous demande, pouvez-vous nous éclairer sur la détention de la dette aux USA? Est-ce que c'est un sujet que tu peux aborder? Cela a-t-il une incidence sur cet échange musclé de taxes avec la Chine? Oui, bien sûr. La dette états-unienne, publique, dette privée aussi énorme, mais la dette publique est détenue principalement par la Chine. C'est-à-dire que dans ce bras de fer, c'est pas seulement un bras de fer de déficit commercial. Alors, quand Donald Trump parle de déficit commercial, il parle des biens, il oublie toujours les services. Or, les États-Unis exportent plus de services qu'ils n'en importent, notamment avec les pays auxquels il fait la guerre. Et donc, quand il s'est rendu compte que les bons du Trésor américain étaient en train d'être dévalorisés, ce qui allait conduire et potentiellement à une augmentation des taux d'intérêt, donc augmentation des taux d'intérêt, augmentation des taux pour l'immobilier, y compris pour simplement le détenteur d'une PME qui veut créer son... donc, on était déjà au bord de la récession. Ouais. Là, clairement, on allait y plonger. D'où sa volte-face avec la pause de 90 jours. Alors, peut-être que dans les 90 jours, il va lui reprendre un coup de calcaire. Alors, pour le coup, c'est moi qui le maboulise là. Mais bon, globalement, je ne pense pas qu'il reviendra à des droits de douane généralisés. Avec la Chine, franchement, l'issue, la situation est absolument catastrophique. La presse américaine, plein de papiers sur des investisseurs ou simplement des industriels qui ont totalement arrêté leur activité en disant on ne peut plus, parce que comme tu disais, moi, je fais mes pièces au Vietnam, je les ramène en Chine pour les assembler, pour des meubles de cuisine, par exemple, et compagnie. C'est terminé, je ne peux plus avec la Chine. Donc, toute l'activité est arrêtée. Oui, beaucoup de produits mondialisés. Oui, bien sûr. On nous pose aussi la question, c'est Margot853 qui nous dit, il ne faudrait pas faire ça dans l'autre sens, non? Relocaliser la production jusqu'à dépendre plus de sa propre production que l'importation. Et puis, quand on est émancipé, on taxe l'import. En fait, ce serait un peu simple de le faire comme ça, augmenter les prix pour dissuader, c'est beaucoup plus simple qu'investir sans avoir de garantie que ça fonctionne. Margot, c'est mon analyse, mais qu'est-ce que tu en penses? Oui, globalement, en fait, ça renvoie à... On est dans un débat qui est... Alors, je ne dirais pas qu'il est compliqué, mais il est complexe. Pour un titre, tout est complexe dans la vie, mais pour un titre comme l'unité, c'est-à-dire que... Et d'ailleurs, c'est une partie du débat qui traverse aussi le mouvement syndical aux États-Unis.
On voit très bien les Le effets. mouvement syndical qui n'est pas vraiment très répandu aux États-Unis, sauf dans les syndicats automobiles. Le syndicat automobile et le syndicat alentours de Détroit. l'automobile, l'UAW, a pris position, a défendu les droits de douane de Donald Trump, ce qui crée beaucoup de débats au sein de mouvements syndicaux, y compris les syndicats canadiens sont opposés aux droits de douane. Bref. On voit les effets dévastateurs des politiques de libre-échange depuis 30 ans. Mais comment dire, la potion à cette maladie n'est pas forcément le retour à la situation d'avant. Parce que le monde a changé, le monde est interdépendant, il y a des chaînes logistiques qui se sont complexifiées. Donc qu'un pays ait envie et besoin de relocaliser un certain nombre de productions qu'il estime nécessaires, ça me paraît logique. Mais le droit de douane ne peut être qu'une arme utilisée que de temps en temps. Avec parcimonie. Avec parcimonie et pas de manière massive. De toute façon, on voit très bien là... Pas punitive, en fait. Et puis en 8 jours, quelle est la réalité ? Donald Trump a déclenché son assaut généralisé en termes de droits de douane, et au bout de 5 jours, il s'est rendu compte que ça ne fonctionnait pas, qu'on était au bord de la récession. Il a dit stop, et il a enchaîné avec la Chine. Je ne sais pas comment ça va se terminer, mais en tout cas, ça ne peut pas bien se terminer pour l'économie américaine. Il y a Liolo qui nous dit « Mais en quoi 10% de tarifs douaniers va pousser des industriels à produire aux USA ? Les écarts salariales sont plus importantes que ça avec les USA. » Déjà, on ne parle pas de 10%. Non, 10%, c'était le plancher qu'ils voulaient appliquer à tout le monde, sur lequel on est revenu en attendant. Mais bon, on était à 46% pour le Vietnam, par exemple. On était je parlais du Lesotho tout à l'heure, on était à 30-35%. Donc on est à 30, 40, 50%. On est sur des effets massifs, des effets bascules. Je te pose une question qu'on voit un petit peu dans la culture populaire. Bon, dans les années 2000, j'étais trop petite pour y réfléchir aux taxes douanières. Mais il y a eu cette panique comme quoi la Chine allait dépasser les États-Unis au moment où il y a eu ce shift. C'est quelque chose qu'on peut voir dans la culture populaire de l'époque des années fin 90, début 2000. Oui, c'est venu dans les années 2000. Alors d'abord, c'est la peur de perdre son leadership économique est quelque chose d'assez... c'est pas nouveau. Les années 80, c'est le Japon. Le Japon, dont l'industrie automobile était plus innovante que l'industrie automobile américaine. C'est la première voiture avec une clim, c'est la Honda Accord en 1976, je crois. Donc ils font une différence sur l'innovation technologique et ils vendent plus de voitures que les 3 grands constructeurs états-uniens. Donc c'était le Japon. Donc il y avait la presse était remplie de le Japon est en train de saigner à blanc, le déclin. Donald Trump était à fond là-dedans aussi. Et depuis les années 2000, 2000 à peu près, 2000-2005. En fait, le pari des élites états-uniennes, enfin d'une majorité des élites, disons, après la chute du mur de Berlin, c'est donc de généraliser le libre-échange, d'intégrer la Chine, d'où l'adhésion de la Chine à l'Organisation mondiale du commerce, avec le pari que plus la Chine sera intégrée économiquement à la mondialisation capitaliste, plus ça poussera le pays vers une sorte de... Eux se considèrent un système libéral, démocratique, très, très occidental, donc c'est très ethnocentré, tout ça. Ouais. Voilà. Et en 2005, ils se sont rendus compte de 2 choses. Un, que la puissance chinoise n'était pas maîtrisable dans le sens où elle n'allait pas continuer à faire que des t-shirts. Oui. Et qui montait en gamme, notamment sur la tech. Et 2, que ça n'avait pas forcément d'impact sur le système politique. Et donc là, d'où le pivot aussi d'Obama. C'est-à-dire on va changer notre rapport à la Chine, parce qu'on se rend compte qu'en fait, on ne pourra pas continuer à maîtriser et à dompter, à domestiquer la Chine comme numéro 2 du système mondial. Et que la Chine, aujourd'hui, est un compétiteur stratégique mondial pour les États-Unis. Mais il y a eu ce côté un peu où
les États-Unis ont un peu agi comme s'ils avaient été surpris. Finalement, on a un compétiteur. Oui, je pense que clairement, une partie des élites états-uniennes ont été surprises de la montée en puissance de la Chine. Dites-moi dans le chat si ma question vous avait fait penser à un certain épisode de The Office où Michael Scott panique parce que la Chine va dépasser les États-Unis. Oui. Ça m'a fait penser à ça, c'est pour ça. Sans me faire l'avocate de Trump. Oula! Le message commence comme ça. Bon, sans faire l'avocate de Trump, nous dit Lastechka. Est-ce que les dumpings sociaux, en grande partie responsables de la délocalisation de l'industrie, n'est pas objectivement une perte de richesse par l'appauvrissement des travailleurs? Je répète, est-ce que le dumping social, en grande partie responsable de la délocalisation de l'industrie, n'est pas objectivement une perte de richesse? Le dumping social... On peut considérer que... Est-ce que déjà tu peux expliquer le terme? Dumping social, ce sont des pratiques par lesquelles on baisse les normes salariales, environnementales, et donc c'est le moins-disant social. Hein, voilà, donc... C'était déjà beaucoup arrivé justement lors des grèves de la grève de 2023 pour les syndiqués de l'automobile. En fait, pour garder ouvertes leurs entreprises d'auto, avaient perdu des droits sociaux et demandaient leur retour. En 2008, après le krach de 2008, le gouvernement a aidé, je ne sais plus comment on dit en français, excusez-moi, a aidé les compagnies, les 3 grandes compagnies américaines, et celles-ci ont baissé les salaires et le niveau de protection sociale. Donc en gros, l'idée, c'est de dire, moins il y a de normes sociales, environnementales, et moins on paye les ouvriers, les salariés, les ingénieurs, les techniciens qui font les produits, plus ce produit se vendra. Mais en fait, dans la question qui est posée, qui est une question légitime, il manque un acteur. L'acteur, ce sont les entreprises qui font ces produits. Voilà. Et si on est dans un face-à-face entre l'ouvrier américain et l'ouvrier chinois, ce qui est un peu la perspective du Trumpisme, c'est ils nous ont volé nos emplois. Mais si on regarde pas au même moment, si on prend un iPhone... Ouais. Pour dire, l'iPhone au début a été conçu aux États-Unis, pensé aux États-Unis, à la Silicon Valley, puis il est produit maintenant en Chine. Et il revient aux États-Unis vendu à 700 ou 800 euros. Donc, ils nous ont volé la richesse, que les emplois sont là-bas. Mais si on fait l'impasse sur Apple, sur le taux de profit d'Apple, qui fait des taux de profit de 25%, je veux dire, quand un constructeur automobile fait 7-8% de taux de profit, il est content. On est à 25%, on est sur des centaines de milliards, des milliers de milliards de capitalisation boursière. Donc en fait, l'acteur principal de la mondialisation depuis 30 ans du libre-échange, ce n'est pas l'ouvrier américain, ce n'est pas l'ouvrier chinois. Ce sont les grands groupes capitalistes mondialisés. C'est ça qu'il faut introduire dans le jeu. Et quelle est leur place dans le débat actuel, justement, sur ces tarifs douaniers? Comment réagissent ces grandes entreprises de la téléphonie ou autres? Alors, il faut distinguer la tech et l'industrie. Bon, globalement, quand même, c'est l'une des contradictions, d'ailleurs, de Donald Trump. C'est-à-dire que dans sa coalition, il y a une branche, pour aller vite, on va dire business. Donc la branche business est plutôt opposée au droit de douane parce que ça contrarie son business justement. Hein. Donc c'est vrai de la tech. Elon Musk a fait une sortie contre l'un des principaux responsables au commerce qui s'appelle Peter Navarro, dont on fait le portrait dans l'Humanité magazine de jeudi prochain. Ok. Voilà, je fais un peu de vente aussi. Autopromo, ça marche. Autopromo. En plus on fait la une sur les États-Unis la semaine prochaine avec un reportage que j'ai fait à Denver sur la ville qui protège les migrants et une interview de David Sirota, qui est l'ancien conseiller spécial de Bernie Sanders sur la situation politique. Voilà, ça c'est fait. Et on a hâte de lire ça. Voilà. Et donc, il y a une branche que j'appellerais nationaliste, donc qui est incarnée par Peter Navarro et d'autres, pour laquelle il faut instituer des droits de douane, ce qui va permettre aux emplois de revenir. Mais pour la partie business, notamment la tech, évidemment n'a absolument aucun intérêt, puisqu'elle a fait son beurre, son bénéfice sur la mondialisation telle qu'elle se développe depuis 30 ans. Donc clairement, les big tech, les Google, Apple et compagnie n'ont aucun intérêt aux droits de douane. Donc pousse plutôt à ce que Donald Trump lève le pied sur les droits de douane, tandis Peter Navarro et la branche plus nationaliste poussent à continuer le bras de fer avec la Chine. Oui. Et rapidement, ces grandes entreprises, est-ce qu'elles ont un pouvoir d'action sur Trump? Est-ce que quand un Google vient nous voir et toquer à la porte et dire oui, bon... Oui, bien sûr.
Ce qui s'est passé, l'un des faits marquants de l'évolution de la vie politique aux États-Unis depuis quelques années, qui s'est vraiment accéléré en 2024, l'élection présidentielle, c'est le basculement de la tech chez Trump. Ouais. Dire la tech, jusque 2023-2024, était considéré comme plus proche des démocrates, de Biden. Et puis un type comme Peter Thiel, qui est le fondateur de PayPal et de Palantir ensuite, et qui est le parrain politique du vice-président américain J.D. Vance, était un peu seul. Tous les autres étaient Zuckerberg, donnés aux campagnes démocrates. Là, c'est le basculement vers Trump, du côté du manche, si je puis dire. Ils étaient tous alignés. À l'inauguration de Trump, ils étaient tous là. C'est ça, oui. On se souvient, il y avait des représentants de Meta, il y avait évidemment Musk, il y a eu une droitisation un peu des grandes entreprises de la tech, mais elles sont chouchoutées à la fois économiquement, mais aussi juridiquement, où il y a quelque chose qui s'appelle la section 230, qui fait qu'on ne peut pas poursuivre, on va dire, un Facebook pour du contenu qui a été qui serait par exemple puni dans un média comme CNN. Sur Facebook, il y a une section qui protège les entreprises comme ça. Donc c'est à la fois économique et aussi juridique. Il y a une volonté de chouchouter ces entreprises-là qui rapportent beaucoup aux États-Unis. L'une des raisons du basculement de la tech du côté de Trump, c'est qu'ils se sont rendus compte aussi que du côté des démocrates, c'était timide, mais il y avait quand même monté en puissance l'idée que ces trusts, ces monopoles, qui sont d'une ampleur absolument inconnue depuis, on va dire, la fin du XXe siècle à peu près. On oublie, mais les États-Unis ont une histoire aussi contradictoire, mais ont pris des lois au début du XXe siècle pour démanteler des trusts. Les lois antitrust, je ne sais plus quelle année exactement. Enfin bon, c'est toujours la même période dont on parle beaucoup Donald Trump. Fin la présidence de McKinley, fin du 20e, et la présidence de Roosevelt. C'est vraiment au moment où les États-Unis ont fini la conquête, donc sont arrivés à la frontière, sont arrivés à l'ouest, et commencent à se développer, à mener une politique clairement impérialiste, avec la première guerre contre l'Espagne. Mais c'est aussi le moment où ils démantèlent les trusts. Et donc il y a une demande chez les démocrates, une partie de la base démocrate très importante, de démanteler les trusts, notamment Meta. Il y a un procès qui va s'ouvrir, qui avait été lancé par l'ancien bureau de, je ne sais plus quel est le nom, de protection que Trump a démantelé, mais c'est parti maintenant dans la justice, de protection des consommateurs pour position abusive de Meta. De Facebook, voilà, ça va commencer cette semaine, on va regarder de près aussi. Donc évidemment, Donald Trump a dit non, mais nous, on va vous protéger, on va rien faire, vous pourrez continuer à faire comme vous voulez. Donc ils sont tous partis avec armes et bagages chez Donald Trump. Des entreprises chouchoutes. Alors, il y a The Mapito qui demande, je me demande pourquoi on ne rappelle pas que c'est l'économie chinoise qui, en 2008, a sauvé l'économie américaine et mondiale au moment de la crise. Est-ce que tu peux nous en dire plus autour de ça? Moi, non. Non? Très bien. C'est une analyse de The Mapito. Ensuite, on dit... Du point de vue de mon expertise, c'est l'État américain qui... Alors, peut-être vous avez raison sur le message, il faudrait développer. C'est l'État américain qui a sauvé l'économie américaine. C'est-à-dire que massivement, l'État, sans intervention de l'administration Obama et des centaines de milliards versés aux trois grands constructeurs automobiles, donc qui, je rappelle, sont Ford, General Motors et Chrysler qui est devenu Stellantis. Les trois s'effondraient et les trois disparaissaient. On nous dit aussi, donc là c'est Salade Tomate Tartiflette qui nous dit la Chine, ça fait longtemps qu'ils sont devant les USA depuis qu'on l'a qualifié de l'usine du monde. Ça fait 15 ans ou moins. J'ai la rêve de l'épisode des The Office, bien sûr. Et oui, d'ailleurs, Michael Scott a des livres de Trump dans son bureau sur plusieurs plans. Alors oui, ça, c'est un détail qui m'avait échappé, mais c'est intéressant aussi de savoir. Une question de Margot. Est-ce que certains en France pourraient être découragés Waouh, ok Margot, t'as vraiment été jusqu'en France avec cette histoire de la retraite par capitalisation en voyant ce qui est arrivé aux Américains. J'aimerais bien qu'ils abandonnent définitivement ce projet et ça pourrait être une manière de l'enterrer.
Je pense que c'est un whip-in, Margot. C'est une question intéressante, mais là, je pense qu'on va rester vraiment sur les États-Unis. Oui, c'est la référence au plan de... Est-ce que les Américains ont un plan de retraite public, mais qui est quasiment famélique, et donc à côté, ils ont quelque chose qui s'appelle 401K, 401K, qui est le retraite par capitalisation. Et cette retraite par capitalisation est indexée sur les marchés boursiers. Donc il y a des retraités états-uniens, c'est vrai, qui ont perdu 10-20% de leur retraite en quelques jours. Autant ça, 20%. Bien sûr. Tu vois, Margot, je ne m'étais pas rendu compte. Merci. 20%, c'est quand même énorme. Passage de pic social, est-ce que... Un mot peut-être sur la question de l'économie chinoise. Maintenant, il y a aucune contestation possible sur le fait que l'économie chinoise est au moins l'égale de l'économie américaine. Ce qui se joue désormais en termes de puissance. Or, les États-Unis ont un avantage comparatif à ce jour majeur sur la Chine, ce sont les alliances. Voilà. Les États-Unis sont au cœur, ça depuis 1945, au cœur d'un réseau d'alliances. Partout, ils ont des alliances. Il y a l'OTAN avec l'Europe, il y a l'alliance qui s'appelle le Quad avec l'Australie, l'Inde et le Japon. Donc c'est un atout majeur concurrentiel sur la Chine. Et Donald Trump est en train de mettre ça en danger, en fait, du point de vue de la puissance américaine. Moi, j'essaye d'analyser, je ne fais pas de morale, j'essaye d'analyser ce qui se passe. Et donc, dans le souci de rétablir l'hégémonie de la puissance américaine, Donald Trump, en fait, ne fait que l'affaiblir. Ce qui était la même chose que Bush en 2001, après le 11 septembre. Je vais vous montrer que la puissance américaine attaquée par les attentats du 11 septembre est toujours la principale puissance, et je vais vous montrer en allant faire la guerre en Irak. Et en fait, ils n'ont fait que semer le chaos, et en plus un effet totalement contre-productif, ce qui est également le cas avec la guerre commerciale. Vous vous rendez compte, le Japon est quand même l'allié central, les deux alliés majeurs. Alors après, on pourrait dire pourquoi le Japon, le Vietnam, ça convoque les guerres de 45. Les deux alliés stratégiques des États-Unis en Asie sont le Vietnam et le Japon. Et tous les deux sont imposés à hauteur de 46% sur les droits de l'homme, qui sont mis en pause pour l'instant, mais c'est absolument incompréhensible du point de vue de la puissance américaine. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, parce qu'on a beaucoup parlé du point de vue américain, sur ces droits de douane et ce qu'ils en attendaient, l'augmentation des droits de douane de la Chine sur les produits américains. Est-ce que c'est juste une représaille? Est-ce qu'il y a également une stratégie derrière? J'ai l'impression que tu n'aimes pas rester sur des façades et que tu aimes bien creuser derrière pour voir quel est l'intérêt de chaque décision politique. Est-ce qu'on sait pourquoi la Chine décide de répliquer à hauteur de 125% ce week-end? Je pense que Donald Trump a commencé un bras de fer avec tout le monde, en disant je vais prendre tout le monde au bras de fer, alignez-vous. Et puis finalement, petit problème, je vais prendre que la Chine. Et la Chine dit oui, banco, chiche, on y va. Voilà. C'est aussi une forme de démonstration de force. Voilà, alors Donald Trump dit qu'il attend que Xi Jinping l'appelle. Xi Jinping n'a pas l'air pressé d'appeler Donald Trump. Et il est en visite aujourd'hui au Vietnam, donc ils vont très certainement aborder le sujet. Et donc là, il y a... Si la Chine était en position, ou se sentait, être et se sentir, c'est deux choses différentes, se sentait en position de faiblesse économique, elle aurait dit, bon, on va calmer le jeu un peu, on va négocier, ce qu'ont fait tous les pays européens chaque fois que Trump les a menacés de quelque chose, à commencer par Ursula von der Leyen, a dit, oh là là, Donald Trump nous menace de quelque chose, bon, on va discuter ensemble pour voir comment on peut mieux agencer. La Chine dit pas ça, la Chine dit 145, ok, nous 125, pas de problème, si c'est le jeu que tu veux jouer, on va le jouer à deux. Qu'est-ce que les États-Unis exportent principalement? On a parlé de l'automobile. Est-ce qu'il y a d'autres grands secteurs? Ils exportent. Oui, alors là, c'est l'une des contradictions aussi de Donald Trump, c'est qu'ils exportent beaucoup de produits agricoles, notamment le soja. Et donc là, les fermiers américains qui sont évidemment à 70 ou 80% des électeurs de Donald Trump sont en panique. Les amendes. Les amendes en Californie, notamment. Les amendes en Californie, ouais. Alors bon, ça dévore de l'eau en Californie, mais enfin bon, si vous mangez des amandes, il y a 80% de chances que ça vienne de Californie. Donc ça va avoir un impact. Alors,
là encore, hein, on était parti sur des droits de douane mondiaux, on est revenu sur la Chine, donc c'est déjà un peu différent. Mais même il y a un impact possible, enfin pas possible, sur l'automobile elle-même, parce qu'une partie, même une voiture qui est assemblée aujourd'hui aux États-Unis, elle est une partie est confectionnée ou au Canada ou au Mexique. Ce sont des économies qui sont sur certains secteurs totalement intégrées. On a une nouvelle question de... Je vais essayer d'arrêter de dire vos noms parce que j'ai l'impression de les écorcher à chaque fois. Stratos622. Par rapport au Groenland, il cherche quoi exactement Trump? Du pétrole? C'est une très bonne question. Voilà, je suis content que cette question vienne parce que je me la serais posée moi-même. Non, mais voilà, le Groenland, c'est typiquement la question où on dit non, mais sans déconner encore, Trump, il est fou. Le Groenland, depuis 80 ans, les États-Unis tentent d'acquérir le Groenland. Discrètement ou même pas. En fait, pendant la Seconde Guerre mondiale, les États-Unis ont envoyé des troupes au Groenland parce qu'ils voulaient prévenir une attaque des nazis. Donc, et puis à la fin de la guerre, ils sont restés. D'où la base américaine qui est au Groenland, qui a visité récemment J.D. Vance, est une base du fait accompli. Et en 1946, Truman a proposé de racheter le Groenland, ce qu'a refusé le Danemark. Voilà. Donc ça veut dire que c'est une histoire qui date d'il y a 80 ans. C'est pas Trump un jour qui s'est levé et qui dit tiens, le Groenland, ça a l'air bien. Parce que c'est présenté comme ça, hein, beaucoup. Mais oui, mais non, pas du tout. Donc ça fait 80 ans que pour des raisons stratégiques, là c'était face à l'Allemagne nazie. Mais quand vous regardez une carte du Groenland, une carte du monde, vous voyez très bien qu'entre, en plus avec la fonte des glaces, la fonte des glaces a produit deux choses. Ça produit d'abord l'ouverture de nouvelles routes, les routes de l'Arctique, donc entre la Russie, en partie la Chine, surtout la Russie et les États-Unis. Le Groenland est juste au milieu. Et puis ça peut libérer éventuellement des ressources naturelles qui sont en dessous. Donc il y a un double intérêt maintenant. C'est pour ça que le Groenland revient sur le devant de la scène. Les États-Unis l'avaient un peu oublié. Et ça revient sur le devant de la scène depuis... Mais c'est pareil, tout ça... Pas penser Donald Trump, il faut penser tous ceux qui réfléchissent derrière les groupes de réflexion. On n'a pas évoqué ici le projet 2025 de la fondation Heritage, qui est vraiment la feuille de route d'un gouvernement Trump qui fait 900 pages et qui traite absolument de tous les sujets qu'on retrouve au fur et à mesure dans l'actualité. Donc tout ça a été pensé, contrairement au premier mandat de Trump. En fait, il a gagné, il ne pensait pas lui-même qu'il allait gagner. Tout ça a été pensé, préparé en amont, ce qui n'exclut pas que ça se heurte parfois à des contradictions et au réel. Il y a Muniwara qui nous demande qu'en est-il des soupçons du délit d'initié? Peut-il y avoir des répercussions? Alors, il y a des demandes délit d'initié, qu'on donne un peu des éléments. Oui. Donc, Donald Trump déclenche les droits de guerre mondiaux généralisés et annonce mercredi dernier une pause de 90 jours. Et il se trouve que dans l'heure 30, les 90 minutes qui précèdent, il y a des volumes d'actions finalement suspicieux sur les marchés boursiers américains. Donc, on peut supposer que des personnes étaient au courant. Alors Donald Trump lui-même avait dit achetez, c'est le moment de vous enrichir. Voilà. Donc il y a des demandes d'enquête qu'ont formulées des démocrates. Pour l'instant, aux dernières nouvelles, je n'ai pas revérifié ce matin, mais ce qu'on appelle le gendarme de la bourse, qui s'appelle la SEC, Stock Exchange Commission, n'a pas ouvert d'enquête. Évidemment, on est il marche sur des braises, la SEC. Mais enfin, normalement, quand dans une telle situation, il devrait y avoir ouverture d'enquête pour voir quels sont les investisseurs qui ont acheté. Peut-être qu'on découvrira qu'il y a des élus républicains qui ont acheté des actions. Oui, au bon moment. Au bon moment, oui. Donc, délit d'initié. Donc, ça veut dire qu'ils avaient l'information avant que Donald Trump ne l'annonce. C'est ça, un délit d'initié. Ce qui est illégal. Totalement illégal. Est-ce qu'il y a une perspective de désescalade entre les États-Unis et la Chine dans les semaines qui vont venir, ou alors effectivement est-ce qu'il faut que Trump ait enfin ce coup de téléphone qu'il attend depuis un petit moment?
Je crois que c'est lui qui va devoir le passer, ce coup de téléphone, parce qu'on est parti de... En gros, là, on parle en termes de semaines, là, maintenant, on est en termes de jours. Et même quand on suit l'actualité américaine, c'est même en termes d'heures. Ouais. Moi, j'éteins mes notifications pendant 1 heure parce que je déjeune, je rallume et boum, ça tombe de partout. Bon, il y a 5 jours, Donald Trump avait imposé des droits de douane sur l'ensemble des pays du monde, avec ça, dans la roseraie de la Maison-Blanche, avec son truc, les boum, boum, calculé n'importe comment, enfin bon, peu importe. Les économistes ont mis du temps à comprendre de quoi il s'agissait. Et voilà. Puis, il l'a mis en pause. Puis, il a dit c'est que pour la Chine. Puis, maintenant, il a dit oui, c'est que pour la Chine, mais sauf pour les téléphones, les télévisions, les ordinateurs et les microprocesseurs. Parce qu'on découvre que dans les armes américaines, il y a des microprocesseurs chinois. Donc, s'il n'y a plus de microprocesseurs chinois, potentiellement, il y a des ruptures dans la chaîne logistique de l'armement américain. Peut-être avec un impact sur Israël, d'ailleurs demeurant, puisqu'il n'y a pas de guerre à Gaza possible sans les armes américaines. Sans les armes américaines. Voilà. Donc bon, est-ce que les tarifs douaniers vont arrêter la guerre à Gaza? Le gros raccourci. Oui. Bon, le discours de Trump et ses positions très violentes envers le bloc occidental, ou même son duel avec la Chine, ne risque pas d'affaiblir la place du dollar dans les échanges internationaux. La place du dollar, c'est très intéressant. Oui, alors l'une des raisons aussi pour lesquelles cette guerre commerciale est en partie incompréhensible, même si j'essaie d'expliquer les ressorts stratégiques et politiques, mais du point de vue économique, c'est que la dette américaine, les États-Unis sont le seul pays qui payent leur dette dans leur propre monnaie, c'est-à-dire le dollar. Donc il n'y a pas plus de crainte que ça à avoir d'une certaine façon. Alors je ne sais pas exactement ce que veut dire la politique de Trump contre le bloc occidental. Ce qui est clair, c'est que c'est un peu ce que je disais tout à l'heure sur l'avantage concurrentiel des États-Unis sur la Chine, que sont les systèmes d'alliance. Et Trump est en train de fissurer ça, si ce n'est de faire s'écrouler. Et donc il s'en prend de la même manière à ses alliés, enfin aux alliés des États-Unis, aux alliés historiques des États-Unis, disons depuis 1945, pour faire simple, plutôt qu'à ses ennemis supposés. On peut aussi voir là une sorte de réalignement où la ligne de conduite de l'administration Trump, c'est une sorte d'international réactionnaire. Où sont mes amis, pas forcément les pays qui sont alliés avec mon pays, le pays que je dirige depuis 80 ans, mais ceux avec qui politiquement je me sens bien. C'est-à-dire, bon, en gros, on peut appeler ça simplement l'international réactionnaire. Quitte à casser des dynamiques historiques pour des intérêts ponctuels et actuels. Ponctuels et de redistribution politique. Peut-être qu'on est à l'aube d'un nouveau cycle politique. Le discours du vice-président J.D. Vance à Munich face aux Européens dit ça. Dit... vous, l'Europe, on ne reconnaît plus ce que vous êtes. Et un certain nombre de discours de Donald Trump aussi. Dans l'affaire russo de la guerre en Ukraine, l'alignement, en partie, pas tout à fait parfait, mais de Donald Trump sur Poutine, c'est aussi un alignement idéologique. Et c'est vrai que c'est un discours qui est porté, le fait que l'Europe a vécu un déclin dont l'Europe se remettra pas, et qu'il faut que les États-Unis sortent de cette idée-là. J'ai aussi l'impression, puisque j'ai un peu été correspondante aux États-Unis par le passé, que c'est même une idée qui est ancrée, on va dire, dans l'électorat de Trump. On veut pas devenir l'Europe. Oui, moi j'avais fait un sujet lors de la dernière élection en Floride, dans un endroit qui est The Villages, un endroit pour retraités. C'est interdit au moins de 55 ans. On n'a pas le droit d'acheter là-bas. J'ai pu rentrer parce que je louais un Airbnb. Et j'avais, puis je fais plus jeune que mon âge. Mais bon. Et donc, c'est l'électorat de Trump. Et donc, les personnes que je faisais parler, c'était à mourir de rire. On ne veut pas devenir le socialisme, on ne veut pas devenir comme la Belgique. Je dis, mais vous n'êtes pas au courant, mais c'est pas le socialisme, la Belgique. Bon, bref. Non, c'est compliqué. Non, mais les perceptions de partis politiques sont aussi extrêmement différentes. Ce qui, pour nous, l'axe démocrate aux États-Unis n'est pas franchement assimilable à la gauche en France. On peut pas. On peut pas faire de parallèle. Alors, pour répondre à Trump, puisque c'est le sujet, la coalition, le noyau dur de la coalition de Trump, on appelle la base MAGA, Make America Great Again, son slogan de campagne, qui est celui de Reagan déjà, est quand même une base vieillissante de plus de 50 ans, blanche,
très insulaire, c'est-à-dire qu'en gros, pour moi, j'essaie d'avoir une image, c'est l'Amérique des années 80. Voilà, alors que on va rester que sur alors que le pays évolue beaucoup. Par exemple, si on prend le taux d'Américains qui disposent d'un passeport, dans les années 80, c'était 4 à 5%. Aujourd'hui, c'est 40% de la population. C'est-à-dire que ce pays change et change par l'effet des migrations. Un tiers du pays aujourd'hui sont constitués par les Africains-Américains qui sont là depuis 300 à 400 ans, mais les Latinos, les Chinois, et donc forcément ces gens qui viennent du Mexique, de Chine, d'Inde, ont un rapport différent au monde et continuent à avoir un rapport avec leur pays d'origine, donc ils ont un passeport. L'Amérique n'est plus le centre. L'Amérique n'est plus insulaire. L'Amérique est toujours pensée comme une île conquérante, dominatrice, mais coupée du monde. Elle est aujourd'hui totalement immergée dans le monde. On va prendre vos dernières questions parce que ça fait déjà un petit moment qu'on parle et il va falloir bientôt mettre fin au live. C'est passionnant. Je vous remercie de vos questions qui sont super. Je te remercie de tes réponses qui sont tout aussi claires. Ça me fait plaisir ça me fait plaisir. N'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez aussi. Il y a peut-être une dernière question qu'on peut prendre avant de se dire au revoir à Christophe. Est-ce qu'il y a un dernier? Je ne crois pas qu'il soit capable de niveau de conscience. Il n'y a pas de questions. On s'arrête là? D'accord. Est-ce que tu peux nous redire les papiers à venir dans la semaine? Parce que les gens étaient assez intéressés pour voir ce qu'il allait y avoir autour des États-Unis dans l'UMA. Autour des États-Unis, donc jeudi dans l'Humanité Magazine, on fait un dossier. Jeudi, notez bien. Hein. Jeudi, voilà, sorti en kiosque. Et puis sur le web. L'Humanité Magazine, donc la une sur les États-Unis, avec plusieurs éléments. Donc j'ai fait un reportage à Denver, qui est en Colorado, qui est une des dizaines de villes qu'on appelle les villes sanctuaires. Les villes sanctuaires, c'est un mouvement qui a commencé dans les années 80, donc sanctuaire pour les migrants. Et donc, il y a 2 critères à une ville sanctuaire. C'est ces villes accueillent les migrants, donc leur fournissent quand ils arrivent dans la ville, fournissent un abri en attendant qu'ils trouvent un appartement, les services sociaux. Et 2, refusent de coopérer avec la police de l'immigration. C'est-à-dire que quelqu'un qui est arrêté parce qu'il y a un clignotant défaillant sur sa voiture, peut être déporté. Il peut être déporté. La police a ordre, puisque c'est une force publique, sous l'autorité du maire ou du gouverneur, a interdiction de demander le statut migratoire. Voilà. Donc ça, c'est une ville sanctuaire. Et donc je suis allé à Denver pour suivre notamment une famille de Vénézuéliens qui est arrivée il y a 1 an, et comment ils bénéficient de la protection des autorités locales, mais aussi de citoyens. Là, pour le coup, c'est des citoyens qui sont investis dans les églises. Les églises sont très importantes dans les mobilisations aux États-Unis. Donc, je raconte ça. Et j'ai l'interview avec David Sirota, qui est l'ancien conseiller spécial de Bernie Sanders, qui est également le scénariste du film d'Adam McKay, Don't Look Up, sur le déni climatique, et qui a créé un site d'information, de médias d'investigation sur le web qui s'appelle The Lever. Donc, interview avec David Sirota, et finalement, par ma collègue Lina Sankari, un portrait de Peter Navarro, donc, qui est le monsieur droit de douane de Donald Trump. Et j'ai très hâte de lire ça, puisque on parle très peu de ces villes sanctuaires. Moi, quand j'étais aux États-Unis, c'était, pile pendant ces envois de migrants qui étaient récupérés à la frontière, et on leur promettait un emploi, des vêtements, un logement. Et puis, en fait, ils partaient dans des cars ou des avions affrétés par des États anti-immigration, notamment la Floride avec Ron DeSantis, qui est le gouverneur de l'État de Floride. Et ils les envoyaient dans des États considérés comme pro-immigration et qui recevaient comme ça des cars de migrants et qui étaient déposés devant l'église. C'est exactement ce qui est arrivé à la famille que j'ai rencontrée, les Navarro Silva. Ils sont arrivés par El Paso. El Paso, le gouverneur du Texas a dit montez dans un bus. Et ils sont arrivés un matin avec $10 en poche à Denver, où ils ont été pris en charge. Et aujourd'hui, ils font leur vie, ils ont un boulot. Le programme avec lequel ils sont rentrés est annulé par Trump, donc ils sont... sur la sellette. C'est sur la sellette, oui. Ils sont arrêtés, ils sont déportés. Voilà. Donc voilà, l'Humanité, donc les modérateurs vous ont mis un lien vers les articles de Christophe. Je vous encourage à aller les lire. Moi, j'étais très contente de te recevoir. Merci.